C'est la crinière du lion qui nous caractérise, et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge, mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lions, son premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'écran, une fierté, c'est comme ça, par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. Ici c'est Sacha. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On va baisser un petit peu la musique, on va mettre KLX un petit peu en arrière-plan, ça va être assez sympa. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans votre émission Soyons Sport. Je vais enlever le masque quand même à la radio, tout est protégé. On va parler ce soir football, handball, on va y rester jusqu'à 18h, 20h, cela va dépendre sur les prolongations car il y a une grosse actu ce soir, je ne vous le cache pas avec ce qui se passe en ce moment dans le football, enfin depuis dimanche soir à minuit, mais on est avec Fred. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va? Bah, ça va bien et toi, t'as passé un beau week-end? Oui, devant les matchs bien sûr. Allez, on va couper KLX même si on adore, voilà, on va s'entendre un petit peu mieux. Bon week-end sportif. Ce soir, au programme du football, on va revenir sur ce qui s'est passé, petit tour d'horizon des championnats étrangers, avec déjà un champion dans un pays très voisin, à côté de chez nous. On va revenir également sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions, aussi bien chez les filles que chez les garçons, car il y avait un duel franco-français ce week-end. On a copié menu niveau Coupe d'Europe, on peut dire. Hein, Exactement, on va revenir sur la Ligue des Champions, avec le Paris Saint-Germain qui jouait contre le Bayern cette semaine. On va également parler de la Super League. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça depuis dimanche soir. Depuis hier, oui. Oui, un peu comme la NBA. Il y a certains grands clubs qui ont décidé de faire une ligue fermée. Allez, on va dire tout de suite qu'il y a pour l'instant aucun club français n'est engagé. Aucun club français, aucun club allemand n'a répondu à l'appel de cette nouvelle ligue. D'ailleurs, on en parlera, mais les supporters sont très en colère dans les différents pays, surtout en Angleterre. On va regarder aussi ce qui s'est passé du côté de la Ligue 2 avec la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard qu'ont fait les Sochaliens face à Pau. On attend d'ailleurs vos réactions au 03 81 50 67 51. Vous pouvez nous écouter d'ailleurs sur Shalom Besançon 99.5 et puis également radio-shalom-besançon.com sur Internet, donc dans le monde entier. On va revenir, on va parler handball également, car il y avait un match de Pro League du côté du Palais des Sports, Gagny-Yalouz, c'était ce vendredi soir, avec l'équipe du Grand Besançon de handball qui recevait... ça y est, je ne me rappelle plus. J'ai un trou, donc ça va me revenir. Ça arrive, la mémoire qui s'en va, c'est peut-être dû à l'âge. C'était Massy face à Massy. Bon, ça m'est revenu. Bon, club de la région parisienne. Hein. Exactement, comme quoi tout n'est pas perdu. On va parler également un petit peu du Bezac Basket qui livrait aussi un match, mais ça c'était dans la semaine et qui va en livrer un autre à la fin du mois. Ce sera le dernier d'ailleurs de la saison. On reviendra un peu sur toutes ces actualités. Bon, Fred, si je te propose un petit tour des championnats étrangers, est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé hors de nos frontières? Pas trop, non, mais à part pour le champion en question que j'ai appris hier aussi, donc... Eh ben, on va en parler. C'est le champion suisse d'ailleurs, c'est en Suisse, on peut rien cacher. C'est ça, c'est en Suisse. Bah, si tu dévoiles tout avant, là, on n'a plus de. On peut le dire déjà, puisqu'on parle déjà des championnats étrangers, donc on peut déjà commencer par le vainqueur du week-end, quoi, par le champion du week-end. C'est ça, le champion du week-end. Eh ben, moi, je te propose d'aller du côté de l'Angleterre. Car c'était la 31e journée ce week-end, la 32e même, si j'en enlève une, ça ne va pas aller. Avec tout d'abord un match ce vendredi avec Everton et Tottenham qui font match nul, 2 buts partout. Newcastle
a battu West Ham 3-2. Match reporté entre Southampton et Crystal Palace. Wolverhampton a battu Sheffield United 1-0. Je crois même que Sheffield est rétrogradé, si je ne me trompe pas, du côté de la Première Ligue. Et puis Arsenal et Fulham font match nul, 1 but partout. Et Manchester United a battu largement Burnley 3-1. Il restera une rencontre pour cette 32e journée avec Liverpool qui se déplacera du côté de Leeds United à partir de 21h ce lundi. Et un match aussi Chelsea-Brighton à 21h ce mardi 20 avril. Et puis également un autre match pour cette 32e journée avec Aston Villa qui recevrait Manchester City à 21h15 ce mercredi 21 avril. Tout comme Leicester City qui recevra West Bromwich à 21h ce jeudi 22 avril. Et bien oui, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi tous ces matchs reportés? Eh bien parce que c'était la Coupe d'Angleterre, c'est la Cup ce week-end avec Chelsea qui a battu Manchester City 1-0. Et puis également Leicester City qui a battu Southampton 1-0. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Tu parlais de Sheffield, oui, parce qu'ils ont 19 points de retard sur le premier non relégable qui est Burnley. Donc, oui, donc c'est fini, c'est terminé pour eux. Leur aventure en Première Ligue, c'est donc terminé. D'ailleurs, le patron, le boss de cette équipe de Sheffield United n'est autre que celui qui vient de racheter l'équipe de Châteauroux, qui elle aussi... devrait sans doute descendre en National 1 la saison prochaine. Donc décidément, c'est pas une bonne année pour lui. Malgré le changement de direction, le changement de propriétaire et aussi l'arrivée de Michel Denisot à la tête de la Berry, ça n'a pas suffi. C'est pas encore officiel, Châteauroux. Ils sont pas encore en National 1. Alors au classement, City est en tête avec 74 points, suivi de United 66 points. Leicester City en est à 56 points. 4e West Ham 55 points et 5e Chelsea 54 points. Liverpool lui est 6e avec 52 points. En bas de classement, on retrouve Fulham 18e avec 27 points. 19e West Bromwich 24 points. Et puis relégué Sheffield United 20e avec 20 points. Avec 14 points si je leur en rajoute. À mon avis, ils auraient bien aimé. Harry Kane, Tottenham, on est à 21 buts, suivi de Mohamed Salah de Liverpool avec 19 buts. Et puis Brian Fernandes de Manchester United, Bruno Fernandes, à chaque fois je veux appeler Brian, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est Bruno, il me semble. Allez, donne-moi cette info parce qu'à chaque fois je l'appelle Brian, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça, des fois on a des... Bruno, tu me Voilà, c'est ça. Bon, pour moi c'est Bruno, mais je me trompe peut-être. De Manchester United, on est à 16 buts, mais il me semble que c'est Bruno. Ouais, c'est bien Bruno Fernandes. Et non pas Brian, parce que Brian is in the kitchen. Ça c'est les anciens cours d'anglais qui remontent à la surface. Direction l'Espagne cette fois-ci, avec les résultats de cette 33e journée. Il y avait la Coupe du Roi aussi, on en parlera juste après, avec Osasuna qui a battu Elche 2-0. Le FC Séville est allé battre la Real Sociedad 2-1. Alaves a battu Huesca 1-0. Le gros carton d'Atlético Madrid face à Eibar 5-0, d'ailleurs qui fait partie de la Super League. Atlético Madrid, on en parlera. D'ailleurs, les trois gros clubs espagnols. Cadix et Celta Vigo 0 partout, 2 partout entre le Betis Séville et le FC Valence. Le carton également pour Villarreal qui s'est imposé à l'extérieur à Levante 5-1. Et puis le match nul entre Retafe et le Real de Madrid. C'est tout pour cette 33e journée au classement. L'Atlético Madrid en tête avec 70 points. Le Real de Madrid 67 points. Le FC Barcelone qui n'a pas joué 65 points. Et le FC Séville 64 points. En bas de classement on retrouve au 18e, 19e et 20e place le Real Valladolid 27 points. Elche 26 points, Eibar 23 points en étant 20e. Et puis Lionel Messi en est à 23 buts. Moreno de Villarreal 20 buts. Et puis Suarez d'Atlético Madrid avec 19 buts. On va maintenant refermer cette page du championnat espagnol et puis on ouvre la page de la Coupe du Roi, car je ne sais pas si tu as suivi ça Fred, mais le FC Barcelone a été sacré. C'était ce 17 avril à 21h30. Les Barcelonais se sont imposés largement dans cette partie, 4-0 face à l'Athletic Bilbao, et c'est la première Coupe du Roi pour Antoine Griezmann. D'ailleurs, il a été interviewé à la fin de cette partie, on va l'entendre, le tricolore. Antoine, vous êtes l'homme qui avait ouvert le score ce soir. Vous gagnez votre premier trophée avec le FC Barcelone. J'ai un homme très heureux en face de moi. Ouais, très heureux, très fier. Voilà, ça fait 10 ans que je suis dans le championnat espagnol. J'ai pas gagné de Coupe du Roi. C'est difficile, mais avec du travail, de l'envie et du plaisir, on arrive à réaliser, on va dire, ses rêves, ses objectifs. Donc très fier, ouais. L'an dernier, la saison a été compliquée pour le club, pour vous.
C'est le premier trophée depuis 2019. C'est un soulagement aussi? Ouais, pour le club, je pense que c'est un soulagement. Moi aussi, il y a eu des hauts et des bas depuis que je suis arrivé. Des fois des commentaires négatifs justes, des fois injustes, mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et j'ai toujours essayé de travailler. Et après, avec l'équipe, on était focalisé sur ce match depuis qu'on a su qu'on était en finale. Donc voilà, très fier de l'équipe. Et maintenant, on a un beau finale de championnat à jouer. Antoine, la Copa del Rey, ça y est, vous l'avez gagnée. Maintenant, il y a l'objectif, la fin de saison, essayer d'aller chercher ce titre en Liga. Ouais, d'abord, on va bien profiter. J'espère que le coach va nous donner 2 jours de libre pour bien célébrer, bien profiter avec nos amis, nos familles. Et voilà, et après, on aura le temps pour parler du championnat. Mais c'est vrai, on est en haut, donc on a envie de gagner ce championnat et il faudra faire un chemin parfait. Merci beaucoup, Antoine. C'était Antoine Griezmann qui donc obtient sa première Coupe du Roi, comme il l'a dit. Ça fait 10 ans qu'il est en Espagne, mais il n'avait encore jamais gagné. Donc bravo à lui et bravo à cette équipe de Barcelone. Du côté de l'Italie, cette fois-ci, on va regarder ce qui s'est passé avec tous les résultats de cette 31e journée qui a débattu, qui décidément un peu de mal ce soir, hein, avec ce samedi 17 avril qui a débuté. Ça va mieux si on met toutes les syllabes dans le bon ordre. Avec l'Udinese qui est allé battre Crotone 2-1. La Sampdoria de Gênes a battu Hellas Vérone 3-1. Sassuolo en a fait de même face à la Fiorentina 3-1. Cagliari a battu Parme 4-3. Le Milan AC a battu le Genoa 2-1, c'était ce dimanche. L'Atalanta Bergame a battu la Juventus de Turin 1-0. Bologne a battu la Spezia 4-0. Et puis beaucoup de buts dans la partie entre la Lazio de Rome et Benevento, 5-3 pour les Romains. Et puis le Torino a battu l'AS Rome 3-1. Et Naples et l'Inter de Milan se quittent sur un match nul, un but partout. Au classement, l'Inter de Milan est en tête avec 75 points, suivi du Milan AC avec 66 points. La troisième, l'Atalanta Bergame, 64 points. La Juventus Turin en est à 62 points. Et puis cinquième Naples avec 60 points. Et puis du côté du bas de classement, on retrouve Cagliari 18e avec 25 points. Et puis on a aussi également en 19e Parme 20 points. Et puis 20e Crotone avec 15 points. Du côté des buteurs, Ronaldo on est à 25 buts. Lukaku 21. Et puis Muriel de Bergame en est à 18 buts. Direction l'avant-dernier championnat. On va parler aussi juste de la Suisse juste derrière. Avec le championnat de la Bundesliga, direction l'Allemagne, avec les rencontres qui avaient lieu ce vendredi. Pour le compte de la 29e journée, Leipzig et Hoffenheim se quittent sur un match nul 0 partout. Ce samedi, Fribourg a battu largement Schalke 04 4-0. Décidément, d'ailleurs, Fred va peut-être me confirmer, mais je pense que Schalke 04 est déjà rétrogradé. Augsbourg et puis Arminia Bielefeld 0 partout. L'Union Berlin a battu Stuttgart 2-1. Gladbach a battu l'Eintracht Francfort 4-0. Et le Bayern Munich est allé battre Wolfsburg 3-2. Leverkusen a battu Cologne 3-0. Le Borussia Dortmund a battu le Werder de Brême 4-1. Et puis Mayence et le Hertha Berlin, ce match a été reporté à une date ultérieure. Oui, Fred. Oui, on peut dire que pour chaque Nulfi, ils ont 14 points de retard sur Bielefeld. Donc, sur Bielefeld, l'Arminia Bielefeld. Donc oui, c'est quasiment mort. Et 13 points de retard sur le Hertha Berlin qui est barragiste. Donc oui, ça va être plus que compliqué. Mais chaque Nulfi qui est relégué en deuxième Bundesliga, je suis surpris quand même. Ah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, même les clubs qui ont eu une histoire, même en Ligue des Champions, peuvent être rétrogradés. Des fois, ça arrive. Ça arrivait au Auxerre d'ailleurs, qui était parti en Ligue des Champions, puis ensuite il y a eu la dégringolade. Ou Nantes aussi. Oui, exactement. Ou Monaco. C'est ça. Des fois c'est comme ça. Des fois c'est compliqué pour les clubs après de revenir une fois qu'on est monté un petit peu trop haut. Donc le Mayence Hertha Berlin a reporté une date ultérieure. Au classement, Munich est en tête avec 68 points, Leipzig deuxième 61 points, Wolfsburg est troisième avec 54 points, le club de Maxence Lacroix, l'Eintracht Francfort quatrième avec 53 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 16e, 17e, 18e, le Hertha Berlin, le FC Cologne, Schalke 04 avec 26, 23 et 13 points. Lewandowski en est toujours à 35 buts, suivi de Haaland 23 buts. Et puis le joueur de Francfort, André Silva, en est à 23 buts. On va s'intéresser juste au championnat qui est juste à côté de chez nous, c'est-à-dire la Suisse,
avec les résultats de ce samedi 17 avril avec Sion et Zurich qui font match nul 2 buts partout. Saint-Gall de Peter Zedler et Lucerne font match nul également 0 partout. Bâle a battu le Servette largement dans cette partie, 5 buts à 0. Lausanne Sport a battu Vaduz 2 buts à 1. Et puis, le match qui nous intéresse, c'est les Young Boys de Berne qui ont battu Lugano 3 à 0. Et les Young Boys sont donc champions de Suisse pour cette saison. Donc, on les retrouvera en Ligue des Champions la saison la saison prochaine, enfin peut-être, parce que vous verrez que tout à l'heure, on va parler un petit peu de cette Europa League. On va maintenant parler Ligue des Champions. Allez, on met le petit générique. Non, bah en fait, c'est pas le bon générique que j'ai, c'est celui de l'Europa League. Donc, bon, on va pas le mettre quand même, c'est pas pareil. Hein. Mais là, je sais pas ce que c'est en fait l'hymne pour la Ligue des Champions féminine. Je sais pas, tu vas peut-être me trouver ça. Enfin bref, on va parler un petit peu de cette rencontre entre un duel franco-français entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu as suivi ça, Fred, ce match entre... De loin, mais je connais le résultat de toute façon. Bon, tu connais le résultat, donc tu sais que les Parisiennes ont gagné 2 buts à 1 dans cette rencontre. Alors que les Lyonnaises ont gagné 1-0 au match aller. Exactement. Eh bien, on va réécouter ce résumé. Je crois que c'était chez nos confrères de RMC Sport, mais je ne suis pas très sûr. Alors, si vous croyez que c'est une page qui se tourne, non. Moi, je souhaite bientôt récupérer, peut-être la saison prochaine. Alors, en fait, ça, c'est pas le résumé. Ça, c'est la Ligue pas la Ligue des Champions, mais c'était Jean-Luc Vasseur. Donc, il me semble qu'on l'a. Hein, il me semble que je l'avais. Il me semble que c'est le même hymne pour les garçons et les filles, parce que je n'ai pas de... Tu n'as pas? Je crois que c'est le même hymne pour les garçons et les filles, pour la Ligue des Champions. Ah, peut-être. Hein, peut-être. Après, je sais pas, j'ai pas tout suivi. Je savais pas si c'était la même chose ou pas. Je vais vérifier, mais je crois que c'est le même. Alors, on va écouter tout de suite la réaction de Jean-Luc Vasseur et puis également de quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Olivier Echouafny. Alors, si vous croyez que c'est une page qui se tourne, non. Moi, je souhaite bientôt récupérer, peut-être la saison prochaine, des Ada Gerber, des Gridjembok, qui permettront et qui sont ici, qui sont absentes depuis pratiquement un an. Non, si vous croyez ça, bah, pensez-le. Ça, mais je peux vous dire qu'avec la qualité, le talent, il nous a manqué de la préparation. Hein. J'ai discuté avec le coach parisien, il avait eu que 3-4 Covid, dont une titulaire. Nous, on en a eu, allez, je compte pas le staff, mais il y en a eu 12, et donc pas mal de titulaires. Donc il nous a manqué du rythme, il nous a manqué d'énergie, encore une fois, voilà. Il y avait trop de handicap peut-être aujourd'hui pour pouvoir rivaliser peut-être avec Paris, mais on avait plutôt bien entamé, donc on pouvait l'espérer, et c'est ce qu'on avait tout fait aussi là-dessus dans la préparation pour souhaiter passer, et c'est un grand coup d'arrêt, une grande déception. Ça reste du foot, il faudra vite se replonger sur autre chose, et le championnat dès le week-end prochain. C'est difficile, hein, vous savez, il y a déjà aussi une projection, hein, parce que c'est peut-être qu'une étape par rapport à ce qu'on s'était dit. On voulait faire un grand match, on voulait réussir un exploit, parce que c'est un exploit, et on voulait aussi rejoindre les garçons, puisqu'ils ont éliminé le Bayern de Munich en gagnant à l'extérieur et en perdant à domicile, ce que nous on a fait aussi, et en sortant les tenantes du titre. Donc c'est pas rien, bien sûr, mais beaucoup d'humilité et de respect par rapport à cette équipe, parce que c'est une grande équipe avec de grandes joueuses. C'était pas tombé en notre faveur à Bilbao il y a 8 mois. Et aujourd'hui, Lyon va se qualifier pour à nouveau être en demi-finale. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une étape. Maintenant, il y a Barcelone derrière qui va très vite arriver, et il faudra vite se remettre dedans. Il faudra vite se remettre dedans. Bon, je n'ai pas le résumé, je vais essayer de je vous le donner une prochaine fois, mais en tous les cas, c'est ce qu'on pouvait retenir, c'est-à-dire que ce sont les Parisiennes qui se sont imposées dans cette partie. On va maintenant s'intéresser à la Ligue des Champions, mais du côté des garçons cette fois-ci, car il y avait un gros match en milieu de semaine. C'était bien évidemment le Paris Saint-Germain qui recevait le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui voulait bien évidemment renverser la tendance.
C'était un match plus équilibré où ce sont les Parisiens qui ont eu les meilleures occasions, avec Neymar qui touche la transversale, qui touche le poteau, des grosses occasions. Et finalement, c'est le Bayern Munich qui va ouvrir le score grâce à Choupo-Moting. Moi, c'est souvent comme ça, ce sont les anciens joueurs qui marquent. Il avait marqué à l'aller, il marque au retour. Mais on va en rester à 1-0. Et ce sont les Parisiens qui se qualifient dans cette partie. Ben, moi, je vous propose de réécouter le résumé de cette partie. On va pas lui tomber dessus au bout de 25 minutes. Oh là là, attention! Ouais, ce ballon repris par Leroy Sané! Oh là Voilà là le premier tir du Bayern et la première menace sur le but de Keylor Navas. Attention les Parisiens! Ouais, celle-là, elle est grosse. Les encouragements, les entend de Mauricio Pochettino. Regardez la possession de balle. 40-60. Ouh, Idrissa Gueye, ce ballon perdu. Joshua Kimmich! Attention, encore une fois, ça fait 2 ballons perdus. Allez, le calme du calme. Voilà, ça c'est bien, Di Maria. Encore, tout de suite. Oui. Allez, Di Maria, pour Mbappé, la spéciale. Kylian Mbappé, la fusée Mbappé. oui. Ouais, bien vu avec Neymar, il arrive, Neymar. Voilà pourquoi c'est l'un des meilleurs gardiens au monde, Manuel Neuer. Et il a parfaitement récupéré. Bien, bravo. Il est parti pour faire encore un très grand match. Idrissa Gueye. Neymar face à Lucas Hernandez. Neuer encore. C'est du grand Neuer hein, pour l'instant. Allez, le coup franc, c'est Di Maria. Ça revient sur Neymar. Oh, là, c'est... L'enchaînement de Neymar, magnifique! Oh là là, Neymar! 3 occasions déjà pour le meneur de jeu brésilien, mais ça ne sourit pas au Paris Saint-Germain. Quel joueur quand même. Regardez cette fin de frappe. Le ballon repris par Draxler. Ah, ça c'est bien quand même les efforts des joueurs de côté de conserver le ballon et de... c'est bien là. Allez. Encore un Neymar. Ouais, elle est belle, elle est parfaite pour Encore. Neymar. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai, Neymar! Faut la mettre au fond maintenant. Coman, il est passé, Thomas Müller avec David Alaba. Oh, Navas, c'est la remise Choupo-Moting. Eric Maxime Choupo-Moting. C'est pas vrai. Paris enchaîne les occasions. Et qui va marquer? Choupo-Moting. L'espoir est là pour le Bayern. Et Paris en danger. Ah, c'est terrible, Jérôme. Bien Dagba d'avoir bloqué encore Coman, même si Kimmich a repris le ballon, Paredes lui a enlevé. Neymar avec Mbappé, il n'y a pas d'orge. Fini, on sait jamais. Faut y aller, Kylian, faut y aller. Faut terminer, Kylian Mbappé. Enjeu signalé. Alors, on aurait voulu s'enflammer, Jérôme, mais on savait qu'il était parti devant. Et oui, Kylian Mbappé qui a bien fini, mais en tous les cas, il était hors jeu pour cette action de jeu. On va maintenant regarder un petit peu, on va écouter surtout les réactions du président parisien Nasser El Khelaifi. On va également écouter Mauricio Pochettino et puis également Leandro Paredes dans l'ordre, Moïse Kean et puis Prenel Kipembe. Je pense qu'on est vraiment mérité. On a joué un grand match ce soir aussi. Après le match, historique match à Munich, on a mérité même gagner ce match. On va marquer 3 buts faciles, mais vraiment je suis très fier de la joueur. Vraiment, on a joué comme soldats, tout le monde ensemble, une équipe. L'équipe Express était là, l'envie pour vraiment qualifier était là. Aussi, le coach était vraiment joué beaucoup de son tactique. C'est vraiment, je suis très fier de tout le monde ici. On est très heureux. Really happy. Je suis vraiment content parce que les joueurs le méritent et tout le staff aussi qui est là. Parce qu'ils ont beaucoup souffert l'an dernier avec la finale. Et je pense que les joueurs méritent un crédit énorme et je suis très content pour eux. Nous sommes heureux parce que nous avons fait un grand match ce soir. Malheureusement, nous n'avons pas pu gagner. C'est ce que nous voulions pour se qualifier. Mais nous avons réussi, c'est le principal. Nous sommes en demi, c'est ce que nous voulions, nous sommes heureux.
Nous savions que nous allions jouer contre une grande équipe. Nous avons fait un match différent du match aller. Aujourd'hui, nous avons joué. Nous sommes heureux. J'ai beaucoup souffert avec vous sur le banc. C'était pas facile, mais on a... À 3. Il va parler en français, Léo, il a dit. J'ai déjà parlé français. Non. Il va parler en français. Déjà, non. Il l'a fait déjà? Oui. On a apporté beaucoup de très bonnes choses à la première mi-temps. Et on a tenu dur pour avoir ce résultat-là. Ouais, c'est une très très bonne chose avec le travail. Nous, on travaille dur tous les week-ends pour avoir des bons résultats. Là, on a une demi-finale et on va bien récupérer pour jouer à demain. Bien sûr, là, au coup de sifflet final, il y a tout qui sort là. Il y a tout qui sort, les cris, l'émotion, la joie. Et voilà, le fait de se rendre compte qu'on est qualifié en demi-finale, c'est beau. C'est beau après un match comme ça. C'était un match très difficile, très engagé, mais voilà, l'équipe a su répondre présent avec beaucoup d'engagement et beaucoup de force mentale. C'était les réactions du côté du Paris Saint-Germain. Il y a une réaction également du côté du Bayern Munich, c'est celle de Benjamin Pavard qui a souhaité que le Paris Saint-Germain remporte cette Ligue des Champions. En tout cas, c'est vraiment très sympa de sa part. Oula, ça reprend les Larsen. Les Larsen. Oh là là. Oui, nous excusez. Hein. Ouais. Bon, il y a l'obstacle Manchester City avant d'aller en finale déjà. Il faudra battre Manchester City. Et ça la sera, semaine prochaine déjà d'ailleurs. Oui, avec d'ailleurs peut-être Kevin De Bruyne qui apparemment s'est blessé. On dit De Bruyne. De Bruyne, oui c'est ça. Qui se serait blessé, donc on va attendre. Est-ce qu'il sera rétabli pour le match on ne sait apparemment, tout le monde était inquiet pour du côté belge, si je me trompe pas. C'est ça, tout le monde était inquiet du côté de City. C'est-à-dire qu'on va dire il y a eu Lewandowski pour le Bayern et puis maintenant c'est Kevin De Bruyne qui est... Oui, après c'est sûr que à force c'est un peu embêtant quoi pour les joueurs sont soumis, font des grosses saisons, donc forcément après ce ne sont que des êtres humains, donc forcément ils se blessent. Et ben moi je te propose d'écouter la réaction de Benjamin Pavard. Nous allons écouter une réaction française après ce match, donc la qualif du Paris Saint-Germain malgré la défaite en 0 contre le Bayern. Le champion du monde français, Benjamin Pavard, au micro de Mohamed Bouafsi. C'est sûr qu'on est tous très déçus, surtout par rapport au premier match où on aurait dû gagner. Aujourd'hui, Paris a fait son match, ils ont eu beaucoup d'occasions, on en a eu aussi, mais voilà, ils méritent leur qualification et félicitations à Paris. Et j'espère que Paris va gagner la Champions League. En étant français, j'espère que voilà, ils pourront la soulever. On espère qu'ils pourront la soulever, c'est ce que disait Benjamin Pavard. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour les autres résultats de cette Ligue des Champions avec Porto qui est allé battre Chelsea 1-0, mais ça n'a pas suffi. C'est donc Chelsea qui est qualifié, avec également le Real de Madrid qui se rendra du côté de Liverpool. Ça fait 0 partout et c'est Madrid qui est donc qualifié. Et puis entre justement le Borussia Dortmund et Manchester City, bon Fred vous a déjà donné la réponse, City est allé s'imposer du côté de Borussia Dortmund 2-1 et donc les qualifiés, le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Real Madrid, Manchester City et puis ce sera bien évidemment PSG City et puis Real de Madrid, Chelsea pour en ce qui concerne les demi-finales. On va refermer cette page Ligue des Champions mais pas avant parce que j'ai quand même retrouvé mon résumé d'OL PSG. C'était donc le résumé de la Ligue des Champions chez les filles ce week-end. Moi, j'espère que c'est bien celui-là. Qui de Lyon ou du PSG affrontera le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions? L'OL en ballottage favorable avec son but d'avance, mais le PSG, intraitable cette saison, n'a pas encore rendu les armes. C'est vrai effectivement, c'était vraiment pas une faute, un petit problème de main. Mais c'est vrai que c'était dur par rapport au Majri avec son pied gauche, la balle magnifique dans l'espace et l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, signé Macario sur la première incursion des Lyonnaises. Et bien c'est déjà 1-0 au tableau d'affichage pour Lyon. Ah oui, elles se sont fait cueillir au milieu de terrain, une balle perdue, récupérée et surtout un excellent appel dans le couloir gauche qui a tout déclenché. Vous voyez ici, temporisation, ah oui. Superbe.
Ah oui, bien bon ballon ça. La petite remise de Gayoro. Oui, Cherche par-dessus. Debritz, c'est bien joué. Oh, Debritz oui. qui se présente seul face à la gardienne qui a réussi poteau. à Oh, aïe, aïe, passer, aïe. mais derrière c'est le poteau qui vient sauver l'Olympique Lyonnais. Oui, bien joué. Allez, un contre un. Baltimore face à Carpenter. Baltimore qui va fixer elle aussi. Oui, bien Décalé, joué. Moroni, peut-être pour le centre dans cette surface. Oh, ça passe juste à côté. La différence de jeu, c'est pas très étonnant. Vous voyez, regardez. Oh, Oh, attention à ce que là ça va profiter à Katoto qui rentre dans cette surface. Oh, le tacle salvateur, mais c'est pas terminé avec ce but. Magnifique. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain. C'est grâce Gayoro qui vient frapper de toute sa force ce ballon et venir remettre les deux équipes à égalité. Ah ouais, c'était inévitable. Il y avait vraiment trop de facilité pour les Parisiennes pour pouvoir s'approcher du but adverse. Et on va le voir ici, voilà. Très mauvais ballon, on l'a donné plein axe. Katoto qui tergiverse un petit peu, ce qui fait que d'un coup elle peut être taclée. Moroni, le long ballon pour tenter de chercher Diani. D'ailleurs, elle est trouvée, Diani. Elle est trouvée et elle va pouvoir centrer au premier poteau. Ah, c'est dévié. C'est dévié par Wendy Renard qui marque ce but contre son camp. Que c'est dur pour Wendy Renard et pour l'Olympique Lyonnais. Paris est récompensé quand même de ses efforts. Ça fait 2-1 pour le PSG. Oui, même si ça s'était rééquilibré depuis la seconde période. Mais là, effectivement, sur un coup malheureux pour Wendy Renard qui est... Là, elle joue mal le coup. Là. Déjà ici, Karjaoui, là. Tournante vraiment de cette défense. À la différence de... Attention, Katoto. Attention, Katoto, l'intervention. Et qui récupère ce ballon. Katoto, le petit ballon pour Barman qui vient d'entrer. Joueuses qui sont entrées, hein. C'était vrai aussi pour les Lyonnaises avec, on l'a dit, Amandine Henry. Et... Attention à ce coup franc là, au second poteau, avec notamment l'occasion énorme. Quelle parade incroyable de Christiane Endler. Il y avait d'abord Wendy Renard et derrière Melvin Mallard avec cette reprise. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle y va puis elle s'arrête, Endler, et finalement elle ne revient pas. Et c'est terminé. Fini. C'est terminé, le PSG renversé, qualifié, rejoint le FC Barcelone en demi-finale. Wendy Renard est décisive, elle allait malheureuse au match retour. L'OL est passé à côté. Le PSG élimine l'Olympique Lyonnais. Et oui, le PSG élimine l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'était bien le résumé qu'il fallait mettre tout à l'heure. Et je l'ai retrouvé un petit peu en retard. Du côté de l'Europa League, cette fois-ci, je vous donne les qualifiés. Villarreal, l'AS Rome, Arsenal et Manchester United se retrouveront en demi-finale. On va parler cette fois-ci, justement, on en parlait en préambule de cette émission, la Super League. Bon, Fred, est-ce que tu sais ce que c'est que la Super League? Est-ce que tu en as entendu parler depuis hier soir? J'ai entendu vaguement parler, mais bon, je ne sais pas trop exactement son déroulement, quoi, son but. Quel est... Alors, ça va être la guerre entre. C'est déjà la guerre. Est-ce que c'est une genre de C2 puisqu'il y a eu un C3, une C2 comme on Tu a connais la NBA? Tu connais la NBA? Oui. Bon, si tu connais la NBA, c'est une ligue fermée. Donc, c'est ça. Donc, les 12 grands clubs européens. Alors, voilà, je vais les citer après. Il y a l'AC Milan. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, il n'y a aucun club français et allemand voilà, qui s'est engagé. Les clubs français et les clubs allemands ont refusé. Alors, dans les 12 clubs, il y a le Milan AC, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l'Inter du Milan, la Juventus Turin, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real de Madrid et Tottenham qui ont donc rejoint cette Super League en tant que club fondateur. Et 3 autres clubs seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible. Alors pour l'avenir, les clubs fondateurs ont hâte de discuter avec l'UEFA et la FIFA des meilleures solutions pour la Super League et le football mondial dans son ensemble. C'est ce que précise le communiqué qui est présidé par le boss du Real de Madrid, Florentino Pérez. Alors, ce projet a clairement pour objectif de rapporter plus aux équipes sur un plan financier, mais aussi d'améliorer le spectacle proposé. Alors, les clubs fondateurs ont pour objectif d'améliorer la qualité et l'intensité des compétitions européennes existantes tout au long de chaque saison et de créer un format permettant aux meilleurs clubs et joueurs de s'affronter régulièrement. Mais surtout, on ne va pas se le cacher, de générer beaucoup d'argent, c'est quand même ça. On sait que les clubs en ce moment sont en grande difficulté pour la plupart. Certains sont endettés
à des Ça hauteurs peut être quand même assez... un plus pour les clubs en difficulté. Quoi. Ouais, c'est ça, assez vertigineuse. Donc oui, mais après, est-ce que ça tue pas aussi l'esprit du football? Parce que c'est vrai que tous ces clubs ont été rachetés par beaucoup d'Américains, d'actionnaires américains, d'actionnaires milliardaires. Après, ça pose aussi cette question. Allez, juste pour vous lancer, c'était chez nos amis de Foot Mercato pour vous dresser un petit bilan. C'est un véritable tremblement de terre auquel le football européen va devoir faire face dans les prochaines heures. Redouté par beaucoup, c'est désormais officiel. Dimanche soir, 12 des plus grands clubs européens ont décidé de s'allier afin de créer une Super League susceptible de venir concurrencer la Ligue des Champions dans les années à venir. À la tête de ce projet, 12 écuries européennes, les 3 espagnols, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético, mais aussi 3 italiens, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan. Et enfin 6 Anglais, les 2 clubs de Manchester, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Il y a donc des absents. Sollicité au début des négociations, le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas prendre part au projet, tout comme le Bayern Munich. Une prise de position saluée et accueillie les bras ouverts par l'UEFA hier soir. Mais cela ne s'arrête pas là. Une société a même déjà été créée dans le but de gérer l'organisation de la compétition, la commercialisation des droits audiovisuels ainsi que des droits marketing. Une société dont le président n'est autre que Florentino Pérez, le boss du Real Madrid, accompagné d'Andrea Agnelli ainsi que de Joel Glazer, respectivement président de la Juventus et de Manchester United. Sollicité dans la soirée, l'association des 12 a pris la décision de publier un communiqué afin d'expliquer ce choix. Depuis des années, les clubs fondateurs visent à améliorer la qualité et l'intensité des compétitions européennes existantes, et en particulier à créer un tournoi dans lequel les meilleurs clubs et joueurs peuvent s'affronter plus fréquemment. La pandémie a révélé qu'une vision stratégique et une approche commerciale sont nécessaires pour augmenter la valeur et l'aide au profit de la pyramide du football dans son ensemble. Ces derniers mois, un dialogue intense a eu lieu avec les organes directeurs sur le futur format des compétitions européennes. Les clubs fondateurs estiment que les solutions proposées par les régulateurs ne résolvent pas les questions fondamentales, qui sont à la fois la nécessité d'offrir des matchs de meilleure qualité et d'obtenir des ressources financières supplémentaires pour l'ensemble du monde du football. Un projet qui ne fait évidemment pas que des heureux, à commencer par l'UEFA, détentrice des droits et de l'organisation de la Ligue des Champions, dont les dirigeants n'ont pas hésité à se montrer très fermes face au projet. Au moyen d'un communiqué signé conjointement avec la Première Ligue, la Serie A, la Liga ainsi que les 3 fédérations anglaises, italiennes et espagnoles, l'UEFA a annoncé que tous les clubs qui prendraient part à ce projet seront automatiquement éjectés et interdits de participer à leur compétition. Une menace déjà proférée par la FIFA qui en janvier avait décidé de mettre en garde les acteurs de ce projet, en estimant qu'une telle compétition ne serait pas reconnue par la fédération internationale et qu'elle interdirait aux joueurs de représenter leur sélection dans les compétitions organisées par cette dernière. Mais alors qu'est-ce que propose concrètement cette Super League européenne d'un point de vue sportif? Tout d'abord, 20 participants maximum, les 12 clubs en question auxquels 3 autres pourraient venir se greffer, 15 clubs considérés comme permanents, et la possibilité pour 5 clubs européens d'être invités ou de se qualifier pour chaque édition afin de laisser l'opportunité à certains de disputer la compétition. Ces 20 participants seraient donc répartis en 2 groupes de 10 équipes, au sein desquels chaque club pourrait se rencontrer au cours des 180 rencontres prévues, autrement dit 2 fois plus que la Ligue des Champions actuelle. Au terme de cette première phase, les 3 premiers de chaque groupe seraient ensuite qualifiés pour les quarts de finale, puis les 4e et 5e s'affronteraient au cours d'un barrage afin de décrocher les 2 tickets restants. Enfin pour la suite, une phase finale classique à élimination directe jusqu'au titre. L'objectif est donc très clair, concurrencer la Ligue des Champions actuelle avec des matchs en semaine. On devrait donc assister à une véritable guerre dans les prochains mois, une guerre de laquelle il vaudrait mieux sortir vainqueur, du moins pour les 12 concernés, maintenant que le projet est public et assumé. Oui, ça peut être 12, peut-être... Voilà. Excusez-nous. C'est mieux. C'est mieux. Non, ça peut être 12 et voire plus. Il laisserait 2 places au club français, donc merci. Mais bon, juste 2 places. Penses-tu que ce serait peut-être pas mieux qu'il y ait un rapprochement des 2 Coupes d'Europe et à fusionner les 2 et que ça devienne cette Super League en question? Je pense que ce qui serait mieux, c'est que tout le monde se mette autour de la table et puis qu'on discute peut-être d'un nouveau format, puisque l'UEFA veut faire un nouveau format de la Ligue des Champions. D'ailleurs, ils l'ont déjà annoncé. Ça a été d'ailleurs voté, si je me trompe pas.
a été voté aujourd'hui. Donc ça serait bien que tout le monde se parle. Mais ça fait quand même plusieurs années que les grands clubs parlent de ceci, de créer une ligue fermée. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Alors peut-être que l'UEFA aurait peut-être dû écouter peut-être un peu plus ce que puis les championnats concernés, voilà, les pays concernés. C'est ce que je disais, toi, comme c'est MaxiFoot qui nous donne cette info, que la réforme à 36 clubs est donc actée. En Ligue des Champions ? Oui, c'est ça. Pour la saison prochaine. Donc. La nouvelle Formule 1, en fait. Elle a acté sa réforme de la Ligue des Champions à partir de 2024. Donc, c'est pas encore 3 ans, quoi. Donc, elle va se dérouler à 36 équipes contre, il y en a 32 encore en ce moment, qui seront réparties en 4 chapeaux de 9. Quoi. Oui, c'est ça. Ça fait 4 4 clubs de plus, oui. Alors, lors de la phase des groupes qui va ressembler à un mini-championnat, les clubs disputeront 10 matchs face à 10 adversaires différents. Au terme de ces rencontres, un classement sera établi et les 8 premiers seront automatiquement qualifiés pour les 8e de finale. Les formations classées entre la 9e place et la 24e position s'affronteront dans un barrage en aller-retour pour rejoindre les 8e. Ensuite, la phase finale va se dérouler de la manière habituelle. Donc bon, après, il y en a qui ne sont pas forcément d'accord avec ce format. Mais on va revenir un petit peu. C'est que dans 3 ans pour l'instant. Oui, on va revenir un petit peu aussi parce que forcément, ça a créé beaucoup de colère chez les supporters anglais, de Liverpool, de Manchester, enfin un peu partout, parce qu'il faut quand même reconnaître que ces clubs, au départ, sont des clubs populaires. Ils ont été fondés souvent par des travailleurs. Donc, de là, ça a été forcément racheté par des multimilliardaires qui, eux, forcément, voient un petit peu plus l'aspect argent. Donc, l'âme du football est peut-être en train de partir. Et on a des joueurs aussi qui s'expriment, comme Gary Neville, l'ex-joueur de Manchester United, qui dit simplement c'est un scandale absolu, c'est une blague. Tous les clubs qui l'ont accepté devraient avoir honte d'eux-mêmes. Et également d'autres réactions avec Roy Keane, l'ex-joueur de Nottingham Forest et puis de Manchester United également, qui dit « Je pense que c'est une question d'argent, de cupidité. Et évidemment, nous n'avons encore rien entendu de la part de la FIFA. Espérons que cela n'aboutisse pas. » Et puis encore, Micah Richards, l'ex-joueur de Manchester City, qui lui dit « Mais qu'arrive-t-il aux fans? Sont-ils simplement oubliés et dépassés par l'argent? Honnêtement, je pense que c'est une honte absolue. » Donc forcé, il y a des réactions de partout. Alors bon, est-ce que c'est un coup de pression qu'ont mis tous ces clubs justement à l'UEFA, à la FIFA, pour justement entamer un dialogue? Mais en tous les cas, c'est pas simple. Et puis... on va écouter aussi Daniel Riolo qui a donné son avis et je le partage. Notre confrère d'RMC, on va dire. Oui, c'est ça, notre confrère d'RMC. Je partage un petit peu ce qu'il dit sur cette super ligue, en tout cas sur son avis. Et lui, il est à moitié d'accord avec l'un, à moitié d'accord avec l'autre. Vous allez l'écouter, on l'écoute tout de suite. Voilà, l'UEFA se gaffe depuis des années. Les clubs, la seule richesse du football, ce sont les clubs, les fameux clubs historiques dont on parle, les supporters qui vont avec, les coupes qui vont avec. Et depuis des années, il faisait planer cette menace. Et l'UEFA, dans un jeu politique extrême, a toujours essayé de faire un pas vers eux, un pas en arrière, un pas vers eux. Les clubs disaient mais nous on veut plus, parce que de toute façon ils étaient dans une course à l'armement, dans les transferts, dans un train de vie qui était parfois exagéré, qu'ils n'ont jamais su limiter. L'UEFA a essayé le fair play financier, qui avait des bons côtés, mais qui avait aussi des mauvais côtés parce que ça fermait la porte aux éventuels nouveaux entrants. Il n'y avait pas réellement de bons modèles. Moi, aujourd'hui, j'en veux plus à l'UEFA aujourd'hui, qui a ouvert la porte à la Super League. C'est l'UEFA qui a ouvert la porte à la Super League. Parce que l'UEFA, si sa seule riposte, c'est aujourd'hui de faire une réunion demain matin pour annoncer une formule qui est une catastrophe absolue, Lionel. Oui. Parce que si tu te penches sur la nouvelle formule qu'ils veulent proposer demain, c'est une catastrophe. Quand les gens disent la Super League, c'est la mort du football, mais allez jeter un coup d'œil dans la formule, la nouvelle, la fameuse formule suisse de la Ligue des Champions. C'est une catastrophe, cette formule-là. En fait, l'UEFA a très mal géré cette affaire. Ils ont très mal géré depuis le début. La création annoncée d'une Super League est une conséquence de la mauvaise gestion de l'UEFA. Maintenant, si l'UEFA avait fait un pas vers les clubs en disant « Ok, très bien, on va partager les revenus, on va vous écouter, on va monter une autre compétition ensemble, une Ligue des Champions différente, etc. » Sauf que l'UEFA n'a rien voulu savoir. M'embête aujourd'hui, on en est là aujourd'hui à cause de ça. Moi, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est que dans cette guerre qui est déclarée, avec, on va dire, 80% des réactions qui sont négatives à la Super League, et que je comprends parfaitement,
peu de gens se penchent sur ce qu'a fait l'autre côté. Et peu de gens ne sont même pas en train de regarder la formule pourrie qui allait être proposée demain matin. C'est ça, c'est ça qui est terrible. C'est que moi, dans cette guerre, Lionel... Ça ne veut pas dire qu'elle va être proposée, mais peut-être pas acceptée. Là, je pense qu'en l'état, tout est remis à plat. Hein. Non, oui, alors tout... Non, mais voilà. Lionel, le problème, c'est que demain matin, c'était pas une discussion. Hein. Demain matin, ce qui était prévu, c'était un vote. C'était un vote demain. Tout le monde... C'était un vote qui était organisé demain pour la nouvelle Formule 1. Je sais très bien qu'ils pouvaient le faire capoter, ils l'ont fait la dernière fois. Et je rappelle d'ailleurs dans l'after que j'avais dit, le soir on avait parlé de ça, cette réforme ne verra jamais le jour. On l'avait dit, parce que je savais très bien que cette formule complètement pourrie ne pourrait pas être validée. Moi, dans cette guerre, j'ai pas envie de prendre parti. Moi, dans cette guerre, plutôt que de faire ceux qui crient au loup aujourd'hui et qui ont laissé tout faire avant les ventes aux Américains et tout ça, moi, j'espère, j'aimerais incarner, j'aimerais qu'avec l'after, on incarne une sorte de voix de la sagesse pour que les mecs se mettent autour de la table et trouvent des solutions. Parce que moi, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, elle ne me plaît pas. La Super League, elle a le mérite d'être très lisible et surtout, tout le monde croit que c'est la mort des championnats et tout. C'est absolument faux, c'est pas du tout ça qui est proposé. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se mettent autour d'une table et qu'ils trouvent une solution. Parce que là, on est face à quelque chose qui est une explosion, qui est une bombe dans l'histoire de notre football. C'était l'avis de Daniel Riolo. Alors, je partage quelques analyses, bon, pas toutes. Après, moi, je pense que c'est quand même un peu la mort des championnats nationaux. Mais bon, après, ça, c'est un petit peu mon avis. Je pense qu'une ligue fermée. Et il y a quelqu'un qui le dit très bien, c'est Mesut Özil, hein, qui a actuellement 32 ans et qui joue du côté de Fenerbahçe et qui a joué à Arsenal. Il dit simplement, les enfants grandissent en rêvant de remporter la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, pas une sorte de Super League. Le plaisir des grands matchs est qu'ils n'ont lieu qu'une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. C'est vraiment difficile à comprendre pour les fans de football. C'est ce qu'a regretté l'ancien joueur d'Arsenal. Bon, après, on pourrait dire plein de choses. Hein. Oui. Et international allemand. Également international allemand. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ça fait des Larsen tout le temps, sans doute à cause du micro qui est branché direct Facebook. Bon, on va refermer cette page, qu'il y a beaucoup de choses à dire et ça va forcément évoluer dans les heures et dans les jours qui vont venir. Mais on va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end. C'est parti pour la Ligue 1, une Ligue 1 avec beaucoup de suspense, que ce soit en haut ou en bas. Franchement, c'est un super championnat cette saison avec pas moins de 4 équipes qui peuvent encore jouer le titre. Eh bien, on va s'intéresser à ce qui s'est passé ce vendredi avec Lille qui recevait Montpellier et qui pouvait mettre la pression encore une fois sur ses adversaires. Mais les Lillois, ils ont raté un petit peu la marche face à cette équipe de Montpellier. C'est Andy Delors qui va ouvrir la marque pour Montpellier, 21e minute de jeu. Et c'est en toute fin de partie, Luis Arroyo, 85e, qui va égaliser pour cette équipe de Lille. Ça fait 2 points de perdus pour les hommes de Christophe Galtier. On va l'écouter tout de suite. Il dit simplement, je n'ai pas reconnu mon équipe pendant 15 à 20 minutes. Et Michel Derzakarian, lui, il se voyait bien faire un hold-up. Ça lui aurait pas déplu. Pas de pression parce qu'on fait en sorte de pas en mettre. Il y a une envie de faire les choses, il y a une envie de réussir un exploit. Est-ce que cette envie vous fait déjouer ? Pas sur les 10 premières minutes, mais il est vrai que quand nous avons concédé le but, il y a eu un moment, 15-20 minutes, où je n'ai pas reconnu le visage de l'équipe dans l'envie de faire les choses, l'envie d'inverser la tendance. Et ça a été beaucoup mieux en deuxième période. Mais je ne sais pas, c'est une question qu'il faut aussi poser aux joueurs. On fait en sorte dans l'approbation des matchs de rester concentré sur le jeu, sur ce qu'il y a à faire, à éviter de faire des erreurs, entreprendre. On n'est pas dans les échanges ou dans les causeries sur l'obligation de résultats. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi ce qui se passe dans la tête des joueurs, peut-être. Je pense qu'on a fait une très très belle première mi-temps.
avec bonne maîtrise, on a gagné beaucoup de duels, on a récupéré des bons ballons, on a très bien utilisé le ballon. On leur a posé beaucoup de problèmes, on marque un but qui est de grande qualité, avec un très bon mouvement et une bonne finition. Après, on a eu une autre situation où on aurait pu mieux la gérer pour pouvoir marquer. Voilà, Après, en deuxième mi-temps, bien sûr, ils ont accéléré le jeu, ils ont étouffé un petit peu et on a eu du mal à bien récupérer le ballon et surtout bien l'utiliser. Voilà, il y avait des vagues qui arrivaient sans arrêt, ils ont eu beaucoup de situations et des frappes cadrées, pas mal. Et Jonas a fait un gros match. Mais je pense que le but qu'on prend, on peut l'éviter. On doit mieux défendre. On laisse trop dans son confort pour contrôler et frapper. On doit sortir plus vite sur lui. On doit être plus prompt à mieux défendre. Dommage. Parce qu'on aurait pu faire, même si ça aurait été un hold-up en deuxième mi-temps, mais ça m'aurait pas déplu de faire un hold-up en deuxième mi-temps. Et ben, le hold-up, il n'a pas eu lieu pour les hommes de Michel Derzakarian. Direction ce samedi à 12h45 et non pas à 13h. On saura encore une heure qui va plaire à Stéphane Moulin. Avec la défaite d'Angers face à Rennes, 3-0. Et on va l'écouter. Début de signé Jérémy Doku, 45e minute de jeu. Martin Terrier, 63e. Et puis Guirassi, 90e pour les Rennais. On va écouter tout de suite la réaction de Stéphane Moulin. Vous allez le voir, il est très énervé contre la VAR. Il n'y a pas faute. Voilà. Moi, alors que l'arbitre se trompe sur l'instant, ça peut se comprendre. Mais bon, on a tous revu les images, franchement, c'est juste scandaleux, quoi. C'est scandaleux qu'il y ait une erreur qui soit confirmée par les images et on confirme l'erreur. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne comprends pas, en fait. J'ai beau regarder, j'ai beau me dire... Alors l'arbitre me dit à la mi-temps qu'il a mis un coup de coude. Alors je lui dis non, on a vu les images, il n'y a pas de coup de coude. Il me dit on n'a pas vu les mêmes images. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On doit se taire, sinon on va être expulsé, on va être sanctionné, on doit accepter. Mais là, autant, sur l'instant, j'ai vu qu'il n'y avait pas de faute, mais on peut avoir un doute, on est quand même loin. Par contre, après les images, il n'y a pas de doute. Il s'est trompé. Et comme d'habitude, c'est la vérité, il faut le dire, il faut arrêter de faire la langue de bois tout le temps. Même quand ils se trompent, ils ne le reconnaissent pas. Voilà, c'est comme ça. Donc de 1-0, on passe à 0-1. Alors c'est pas lui qui nous a marqué le but, hein, on est bien d'accord. Mais c'est lui qui nous l'a refusé quand même. Il y a eu une confirmation. Vous avez entendu, il est très en colère, Stéphane Moulin. Du côté de Bruno Genesio, le match parfait n'existe pas, c'est ce que dit l'entraîneur breton. Il y aura toujours des choses à améliorer, notamment en première mi-temps, où l'on aurait pu être mené au score malgré la domination qu'on a exercée pendant 45 minutes. En tout cas, c'est un match accompli, très satisfaisant pour plein de raisons. C'est ce que disait l'entraîneur du stade rennais. Une autre rencontre qui avait lieu ce samedi à 17h, c'est l'Olympique de Marseille qui recevait Lorient. Beaucoup de buts dans cette partie. Marseille s'impose 3-2 en toute fin de partie. C'est pourtant Mofi, 19e minute de jeu, qui ouvre le score pour cette équipe de Lorient, avant que Dimitri Payet n'égalise 53e, avant que Lirola ne marque le second but marseillais, 56e minute de jeu. Mofi va égaliser pour cette équipe de Lorient. C'est finalement encore une nouvelle fois Lirola, 90e, qui donne la victoire à cette équipe marseillaise. On va écouter la réaction de Florian Thauvin qui lui dit on a changé d'organisation il n'y a pas très longtemps et forcément il faut l'assimiler. Et Christophe Pélissier qui lui, c'est très dur pour Lorient. Ça va, écoute, putain, tu as fait 15 postes, fantastique. Je préfère quand tu chutes, mais de l'autre côté, quand même, c'est mieux. Hein, c'est mieux. Je préfère quand je suis plus proche du but, quand même. Ouais, en tous les cas, ça a modifié aussi le comportement de notre équipe. Je trouve la deuxième mi-temps, surtout la période où vous étiez proche du 3-1, vraiment, ça a modifié les choses. Oui, non, c'est vrai que c'était le jour et la nuit entre la première période et la deuxième. On avait plus d'automatisme en première mi-temps. On est revenu rapidement au score, on a pris l'avantage. Après, on a l'occasion de mettre le troisième et on tue le match et voilà, on se met en difficulté. Bon, aujourd'hui, le bon Dieu nous a sauvés, on va dire. Comme souvent ici. Souvent ici. Donc voilà, va pas falloir trop jouer quand même. Ouais, mais on a quand même l'impression, comme tu le dis, que quand vous jouez, quand les automatismes, quand vous vous trouvez, c'est un OM différent quand même. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est un problème d'organisation qu'on maîtrise au moins ou des hommes dans l'organisation qui ne sont pas à leur place à des moments?
Non, c'est un tout. Ouais, C'est un tout. Après, c'est un système qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. Il y a pas mal de joueurs qui jouent pas à leur poste, donc c'est compliqué de prendre ses repères. Mais bon, quand on prend les 3 points, ça fait plaisir et on peut travailler correctement. Ouais, c'est bien dans cette période-là de prendre les 3 points, ça vous permet de miser sur Ça fait du bien. Et ça fait du bien, c'est tout. Ça fait du bien. Bon, ça va, tu vas pouvoir respirer parce que demain, il paraît que vous faites On va voir, un test on va couvert. attendre les consignes. On va attendre les consignes. Oui, c'est dur. C'est dur à vivre, surtout pour nous qui avons besoin de points pour notre maintien à l'élite. Je crois que un point nous tendait les bras. On avait quelques situations même pour aller l'emporter à la fin. On se fait punir sur nos dernières situations. Donc, ouais, c'est dur et il faut la récupérer de ce coup-là. Je crois que quand on perd un match comme ça, voilà, je suis déçu pour les garçons qui ont fait les efforts parce qu'il a fallu faire beaucoup d'efforts, on le savait, contre cette équipe de Marseille. Mais alors, on n'est pas récompensé, c'est dommageable. C'est dommage pour les hommes de Christophe Pélissier. Et on va maintenant regarder ce qui s'est passé ce dimanche à partir de 13h. Un horaire inhabituel pour les joueurs du PSG qui recevaient l'AS Saint-Étienne. Quelques jours après s'être qualifiés face au Bayern de Munich. Les Parisiens se sont fait peur dans cette partie car ils sont menés 1-0 grâce à Denis Bouanga à la 78e minute de jeu. Mais finalement, ils n'ont pas trop tergiversé. Kylian Mbappé égalise à la 79e. Et puis ensuite, c'est Kylian Mbappé sur penalty, 87e minute de jeu. Mais c'est Romain Amouma sur une frappe de Denis Bouanga. Le gardien parisien Rico relâche le ballon. Et c'est Romain Amouma qui est en embuscade et qui égalise pour cette équipe de Saint-Étienne. Et finalement, en fin de partie, c'est sur un centre de Kylian Mbappé que Mauro Icardi de la tête marque le but parisien et surtout offre la victoire à cette équipe du PSG. C'était vraiment un match, avec beaucoup d'intensité. Franchement, un excellent match. Et on va écouter les réactions de Kylian Mbappé qui lui dit on est des compétiteurs, on veut gagner. Quand on lui pose la question sur son avenir, il dit on en parle plus tard. Et Denis Bouanga qui lui parle d'un sentiment mitigé, à la fois déception d'avoir perdu, mais content d'avoir tenu tête quand même au Paris Saint-Germain. Kylian, on a vu votre joie, c'est cette délivrance. On savait que ce match était important, mais là vous êtes passé par toutes les émotions, non? Ouais, on s'est mis un peu dans les problèmes. Voilà, quand on mène 2-1 comme ça, on doit garder le score. Mais après, on n'a pas lâché, on avait envie de gagner parce que le championnat, c'est extrêmement important pour nous. C'est un objectif primordial. Ce serait le 10e du club, donc nous, on veut participer à l'histoire du club. Ouais, on a vu votre rage après le premier but pris, après que Saint-Étienne reprenne l'avantage. On vous a vu vraiment avec un état d'esprit incroyable aujourd'hui. On veut gagner, on veut gagner, pour vous, c'était capital. On veut gagner, on est des compétiteurs. Les gens ils pensent que c'est facile de gagner. Bah, cette année ça tombe bien, il y a une course au titre, ça montre que c'est pas facile, ce qu'on a fait les dernières années, mais on veut continuer à le faire. Donc il n'y a pas de secret, il faut se donner à fond et gagner tous les matchs. Bon, Kylian, votre réflexion à l'avancer un petit peu sur votre avenir? Non, on gagne les matchs, c'est le plus important. Bon, ok, merci. Ouais, c'est difficile parce que voilà, on mène au score, on se fait revenir et enfin ça fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'il gagne, jusqu'au dernier but. Après voilà, c'est un coup de massue à la fin. Voilà, c'est vraiment un coup de massue, ça nous a vraiment abattus. Alors, on se dit qu'on fait des efforts, vraiment beaucoup d'efforts et au final on n'est pas récompensé à la fin et c'est ce qui nous fait mal aujourd'hui. Ça joue sur des détails. Sur ce détail-là, voilà, on se fait avoir. Moi le premier voilà, j'ai été trop naïf. Je pensais qu'il allait aller à gauche, pardon. Et au final, voilà, sur le centre, il gagne le duel et donc du coup ça nous fait défaut. Et on se prend, voilà, on est tellement dans l'euphorie qu'on oublie peut-être des gars derrière nous et au final ça joue sur un petit détail et comme je vous ai dit, le Paris Saint-Germain, voilà, on paye cash face à ces équipes comme ça. C'est mitigé en fait parce qu'on a fait un bon match malgré la possession de balle, mais voilà, on aurait pu mieux jouer des coups. On a mis quand même 2 buts et voilà, fallait jouer sur ça et au final, voilà, on se fait avoir comme je vous ai dit à la fin, mais bon voilà, c'est mitigé, un peu de déception, mais on est un petit peu content d'avoir accroché le Paris Saint-Germain. Déception, voilà, c'est mitigé pour Denis Bouanga.
On va regarder ce qui s'est passé dans les autres rencontres qui avaient lieu à 15h avec la victoire, et oui, la victoire de Dijon face à Nice 2-0. Des buts signés Fouad Chafik, son premier but en Ligue 1, 49e minute de jeu. Et puis Yacine Benzia, rappelez-vous, il avait eu un accident de quad il y a quelques mois et il est revenu. En tout cas, il a marqué sur pénalty et surtout, il offre la victoire à cette équipe de Dijon. Notre rencontre également, puis Adrian Urcea, l'entraîneur de Nice, était très en colère avec son équipe. Il parlait même de honte en parlant de ses joueurs. Et puis une autre rencontre avec Reims, Metz, 0 partout dans cette partie. Match nul également entre Brest et Lens, 1 but partout, mais il y a eu beaucoup de cartons rouges dans cette partie. Franck Hayes a été expulsé, plus 2 cartons rouges du côté de Lens et 1 du côté de Brest. On sent qu'on arrive en fin de saison. Les joueurs il y a beaucoup d'enjeux un petit peu partout et tout le monde est un peu tendu. Nîmes-Strasbourg, 1 but partout, but de Renaud Ripard sur penalty pour les Nîmois qui avaient tant besoin de cette victoire. Et finalement, c'est Dimitri Liénard, 82e, qui va égaliser. Ensuite, on va s'intéresser à Monaco. Monaco qui se déplaçait du côté de Bordeaux. Et Monaco qui devait s'imposer, puisque les autres s'étaient imposés. Et qui s'est imposé de belle manière. Franchement, c'est vraiment une très belle équipe, cette équipe de Monaco. Avec des buts signés Kevin Volland, 29e minute de jeu, qui met un beau but. Gelson Martins, 47e. Et puis Stevan Jovetic, 90e. Et on en restera là. On va écouter tout de suite la réaction de Paul Bess, le défenseur bordelais, qui dit quand on prend pas mal de buts, c'est compliqué de revenir. Et de Stevan Jovetic, l'objectif de début de saison, c'était l'Europa League. Maintenant, c'est acquis. Bon, c'est pas facile contre Monaco. Quel est votre sentiment, l'analyse de cette rencontre? C'est difficile parce qu'on prend des buts. Quand on prend beaucoup de buts, c'est toujours plus dur d'en mettre un de plus que l'adversaire. Donc, à partir du moment où on en prend beaucoup, c'est compliqué de revenir. Après, on savait que c'est un match difficile, c'est une belle équipe de Monaco, il faut qu'on se concentre sur nous. On a encore des matchs et des points à prendre, dont un déplacement important la semaine prochaine. Et voilà, là on n'aura pas d'excuses, donc il va falloir aller chercher quelque chose à Lorient. Mais déçu du match parce que c'est difficile, on est dans une période compliquée. Mais on ne va pas lâcher. Il reste 5 matchs justement, Paul. C'est vrai que vous êtes parlé cette semaine, il y a une espèce de positive attitude. Vous êtes encore. Est-ce que vous avez vu du mieux déjà sur le... Bien sûr qu'on a vu du mieux, mais c'est pas parce qu'on s'est parlé, qu'on sait des choses que d'un coup tout redevient magique. Il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer à bien bosser. Il faut avoir trouvé la confiance en nous, en confiance en ce groupe. Et puis ça va le faire, mais il faut pas lâcher, il faut persévérer. Et on va prendre du positif, bien récupérer et puis continuer à bosser. Il n'y a pas de secret, on va se réfugier dans le travail et on ne va pas lâcher, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Merci Paul. Là, bonjour, mission accomplie. C'est vrai qu'il y a eu ce match nul de Lens, la victoire ici, le top 4 d'acquis. Tout s'est bien déroulé aujourd'hui. Oui, je pense que nous sommes joués bien, nous avons créé beaucoup d'occasions, nous avons gagné, qui était notre objectif. Et nous allons regarder le prochain match, c'est la Coupe avec Lyon. Bon, maintenant l'objectif c'est la Ligue des Champions, le titre. Honnêtement, notre objectif de commence de saison était Europa League. Nous sommes déjà faits. S'il revient quelque chose de plus, nous sommes là-bas, nous sommes concentrés seulement à rester tranquille, gagner match pour match et après nous allons voir si nous allons arriver au Champions League ou quoi. Regardez le match ce soir sur Canal Nantes-Lyon et supportez Nantes peut-être. Le voyage. Ah oui, le voyage. Bon, vous aurez le résultat à l'arrivée alors. Merci. Oui, nous allons voir. J'espère clairement que Lyon perd le point, mais comme je te dis, si nous faisons bien notre travail, ça c'est le plus important. Bon, merci. Et bon retour, merci à vous. On va regarder en tout cas si Lyon a perdu. C'était le dernier match de cette partie entre Nantes et Lyon. Nantes qui a forcément beaucoup besoin de points pour se maintenir dans l'élite, recevait une équipe de Lyon qui devait, elle, s'imposer pour encore croire au titre. Eh bien, les Lyonnais se sont imposés 2-1, des buts signés Memphis Depay. D'ailleurs, c'est un doublé pour lui, 5e minute et 37e minute sur penalty. Les Lyonnais mènent alors 2-0, avant que Nicolas Palois, 60e, ne réduise le score pour cette équipe de Nantes, mais on en restera là. On va écouter la réaction de Jean-Charles Castelletto, le joueur de Nantes, qui simplement reste sur le fait qu'il reste 5 matchs. Et c'est dommage car ils ont eu des occasions malgré la première mi-temps compliquée.
Et puis Rudy Garcia revient sur le fait qu'il fallait simplement gagner ce soir, c'était le plus important. En termes de classement, c'est l'enfer qui se rapproche encore pour Nantes, malgré une belle deuxième période. Ouais, c'est vrai. Après, c'est sûr que voilà, la première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait. La deuxième, on s'est un peu rectifié. Mais bon, je pense que voilà, on peut avoir que des regrets ce soir. On a des occasions, je pense qu'on n'a pas été assez juste devant le but. Eux, ils ont, en première mi-temps, 2 ou 3 occasions, ils ont mis au fond. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ça, quoi. Moins 3 points sur le barragiste. C'est dur, c'est grave, c'est inquiétant. Non, il va falloir que voilà, les 5 derniers matchs, on fasse ce qu'il faut. Après, voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est un match compliqué. Maintenant, il y en a 5 un peu plus à notre portée. Donc, on va essayer d'aller les jouer à fond et faire quelque chose de bien. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Il est exaltant, il est passionnant. 4 équipes en aussi peu de points après 33 journées et avec autant de points surtout. C'est inédit. Pour l'instant, on a la mauvaise place. Mais en gagnant ici à Nantes, on dirait qu'on a, je peux dire qu'on a récupéré notre destin, puisque maintenant on va recevoir Lille et aller à Monaco. Donc il va falloir qu'on gère bien ces deux matchs-là. Voilà, mais si on vient à tout gagner jusqu'à la fin, on sera sur le podium. C'était Rudy Garcia. Prochaine journée en Ligue 1, ce sera la 34e journée ce vendredi 23 avril avec à 21h Reims-Marseille. Ce samedi 24 avril, on continue cette 34e journée avec à 13h Saint-Étienne-Brest et à 17h Metz-Paris-Saint-Germain. Il faut que les Messins ils osent un petit peu leur niveau de jeu, parce que c'était pas terrible contre Reims. Dimanche 25 avril, on continue cette 34e journée avec à 13h Nice-Montpellier. À partir de 15h, on retrouvera Strasbourg-Nantes, Lorient-Bordeaux, Lens-Nîmes, Rennes-Dijon et à 17h05 Angers-Monaco. Et le grand format, ce sera à partir de 21h. Ça devrait être un beau match entre l'Olympique Lyonnais qui recevra Lille. Au classement, Lille est toujours en tête avec 70 points, suivi de très près par le Paris Saint-Germain à 69 points. Troisième Monaco, 68 points. Attention à cette équipe de Monaco car... à mon avis, elle ne sera pas très loin de la première place en fin de saison. 4e Lyon avec 67 points. 5e Lens 53 points. 6e Marseille 52 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e barragiste Nîmes 31 points. 19e Nantes 28 points. 20e Dijon avec 18 points. Et Dijon qui a une semaine de plus de sursis dans cette Ligue 1. Et au classement des buteurs, Kylian Mbappé en est à 23 buts, Memphis Depay, le Lyonnais, 18 buts et Wissam Ben Yedder en est à 17 buts. Mais je crois qu'il y a de la Coupe de France cette semaine plutôt. De finale. Vas-y. Alors, 2 matchs se joueront demain, avec tout d'abord à 18h45 le match entre Rumi Vallière Cup de National 2 face au Toulouse FC. En conséquence de quoi les Toulousains ne joueront pas leur match de championnat ce mardi, donc qui était prévu au Havre. Deuxième match demain soir à 21h, c'est le derby de Languedoc-Roussillon, d'Occitanie si vous préférez, entre Canet et Montpellier. Et Canet, on salue un ancien joueur du Racing Besançon, Glenn Mbiba, qui œuvre en défense centrale. Et bravo à lui et bravo à toute l'équipe du Canet qui avait auparavant éliminé l'Olympique de Marseille de belle manière. Et puis les deux autres derniers matchs, les 2 derniers matchs de ces quarts de finale, c'est 100% Ligue 1. Ce mercredi à 18h45, Paris Saint-Germain recevra le SCO d'Angers. Et à 21h10, Lyon recevra l'AS Monaco. L'Olympique Lyonnais AS Monaco. Et bien voici les affiches de la Coupe de France cette semaine. Moi, je vous propose d'ouvrir la page Ligue 2. C'est tout pour la Ligue 1 au fait. Oui, c'est ça, c'est terminé pour la Ligue 1. On va ouvrir la page Ligue 2.